Les clés médias. En fait, c'est comme jouer à un jeu dont on ignore les règles. Marie Van Kutsen. Et c'est nous le pion. En fait, c'est ça qui se passe sur Tinder. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans vos clés médias hebdomadaires. Dans le calendrier cette semaine, un petit cœur sur la case du 14. C'est la Saint-Valentin et on avait envie de parler d'amour numérique. Avec cette question, faut-il réglementer les applis de rencontres ? C'est ce que préconise notre invité, qui a enquêté sur le secteur avant de tirer un livre de ses conclusions. Pour lui, c'est très clair, les applis de rencontres doivent être encadrées, comme le sont les jeux de hasard ou la cigarette. Alors on va prendre le temps de comprendre comment ces applis fonctionnent, quels modèles économiques sont derrière et ce qu'elles font à nos relations amoureuses. Bienvenue à vous. La première, les clés médias. Match.com claims to have led more singles to marriage than any other site, but are they more interested in love or money? 14 février 2024. Le jour n'est évidemment pas choisi par hasard. À San Francisco, 6 hommes déterminés déposent une class action, un recours collectif, contre Match Group. Match Group, c'est la société mère derrière Tinder, Hinge, The League, entre autres. Match Group possède une 30aine d'applications de rencontres. L'objet de la plainte, publicité mensongère et design addictif. I met someone. Match.com touts its love connections. 3 or 4 of my friends got married to people that they met on Match. Ces applications seraient conçues pour qu'on y devienne accro, grâce à un système de récompense imprévisible et intermittent. La récompense, c'est le match avec un autre profil, évidemment. Dans le document, les plaignants évoquent notamment l'expérience du psychologue américain B.F. Skinner sur le conditionnement comportemental. Leur analyse, c'est que lorsqu'on est sur l'appli et qu'on a une récompense qui n'est pas systématique et qui arrive par surprise, c'est le fameux intermittent et imprévisible, eh bien on devient plus accro que si ça fonctionne à chaque fois. On croit qu'on va sur des applications pour rencontrer des gens, en fait tout est fait pour qu'on rencontre personne. Enfin, pour qu'on reste dans une espèce de... Mais comme des rats drogués dans une expérience, quoi. On est en train collectivement de déléguer à des entreprises privées un pouvoir immense, mais immense, sur nos vies intimes. C'est la journaliste Judith Duportail que vous venez d'entendre dans un documentaire tiré de son livre « L'amour sous algorithme », dans lequel elle mêle expérience personnelle et enquête sur les applis. En 2018 déjà, l'actrice Natasha Aponte dénonçait aux États-Unis la mercantilisation des relations amoureuses par ces applications. Swipe left if you're under 6 feet. No tattoo chicks, yuck. If you don't work out, we won't work out. No rice, no spice. Elle a mené une petite expérience et rassemblé une centaine d'hommes sur une place de New York par une belle journée du mois d'août. Tous avaient un date avec elle après l'avoir rencontrée sur Tinder. Natasha arrive en limousine, monte sur une estrade, prend un micro et explique à son petit public sa démarche. Hi everyone. As you may or may not know, my name is Natasha and I have everyone here today to be on a date with me. Regard interloqué dans la foule masculine. So, we're going to start the elimination. Natasha propose de continuer le jeu en vrai. Certains s'en vont et d'autres restent. Elle élimine alors les plus petits, les ventres à bière, les jammies, elle déteste ce prénom, et continue avec le swipe, le fameux mouvement vers la gauche ou vers la droite de l'appli Tinder. Swipe right, swipe left. L'histoire ne dit pas si Natasha a proposé un vrai rendez-vous au dernier debout de son Hunger Games de l'amour, mais son expérience a fait le tour du web et son avis critique sur les applis aussi. All right, the second one. Y'all were right, I picked the second one. Bonjour Arnaud Poissonnier. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Boîte de conserve, publié chez l'éditeur à part. Un titre un peu mystérieux, parce que le sujet de ce livre, ce sont bien les applications de rencontres et leurs dérives. Alors vous n'y allez pas par 4 chemins. Vous dites, ces applis, c'est un vrai gros problème de notre époque. Expliquez-nous en quelques mots en guise d'introduction. Oui, c'est vrai que je cogne un peu sur ces applications et ces sites de rencontres pour une raison assez simple, c'est que je dénonce en fait le grand écart entre la promesse et ce qui est délivré.
savez, la promesse, c'est venez chez nous, vous allez trouver le grand amour, on va trouver la personne, votre partenaire idéal, enfin, etc. Vous connaissez ces discours par cœur. Et en fait, quand on gratte, on s'aperçoit que les résultats délivrés par ces sites pour les célibataires qui cherchent l'âme sœur, en fait, sont extrêmement pauvres et sont extrêmement décevants. Donc la probabilité de trouver l'âme sœur est très, 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 très faible versus la promesse commerciale qui est grandiloquente et incroyable. On va évidemment approfondir ça. Alors, on va jeter un œil dans le rétroviseur pour commencer, remonter aux sites de rencontres. On peut dire les ancêtres des applis d'aujourd'hui, même si certains sites existent toujours. Mythique, Adopte un mec et les autres. On est en quelle année quand tout ça émerge sur Internet ? 25 ans. Donc les années 2000, c'est Match Group, donc la maison mère de Tinder, qui lance ça aux États-Unis autour des années 2000 et qui est copié très très vite par Mythique, bien sûr, qui est la première initiative en France et qui deviendra la star des sites de rencontres en France. Et après, tout a été très très vite, puisque en France, vous avez plusieurs centaines de sites de rencontres. Les géants comme Tinder et Bumble sont cotés au Nasdaq et représentent à eux deux, plus leurs filiales, plus de 60% du marché partout en Europe. Enfin, c'est un marché qui est devenu assez colossal. À l'époque, il y avait une forme d'espoir avec ces rencontres en ligne, les premières. C'était de faciliter les rencontres, bien sûr, sans devoir passer par des dispositifs du type agence matrimoniale. Mais c'était aussi, et ça c'est quelque chose que la sociologue Marie Bergstrom explique bien, l'espoir de casser les barrières sociales et géographiques. La femme cadre sup urbaine allait pouvoir rencontrer l'ouvrier du village à côté. On allait quelque part dépasser ces cercles sociaux qui nous enfermaient un peu. Mais ça, c'était le fantasme des débuts, en fait. Oui, c'est la grande illusion, puis la grande désillusion. Il y a eu deux sujets. Effectivement, au début, quand les sites sont apparus, on a dit mais c'est génial, le célibat va disparaître. Ça, c'était vraiment la grande promesse. Et en fait, il n'y a jamais eu autant de célibataires. Donc, chercher l'erreur, première chose. Et effectivement, la deuxième chose, c'est effectivement cette espèce de grande illusion où on a eu l'impression que ces sites allaient permettre de casser les barrières. Et en fait, au fil des études, des pratiques, on s'est aperçu qu'en fait, pas tant que ça, puisque cette espèce de réflexe endogamique qui fait que 80% des gens qui se mettent en couple avec des gens proches d'eux, socialement, professionnellement, sociologiquement, etc., eh bien, reproduisent ce genre de pratiques sur les sites de rencontres, ce qui explique une partie des déceptions d'ailleurs, puisque quand vous voyez un profil en ligne, vous avez quelques photos, 3 petits textes, etc., vous ne voyez pas systématiquement cette différence de classe, cette différence endogamique, etc., et qui fait que quand vous avez un date, donc vous avez mis beaucoup d'énergie à draguer l'autre, entre guillemets, en ligne, vous avez le date pour aller boire un coup, et en fait, au bout de quelques minutes ou quelques secondes, vous apercevez qu'en fait, ça ne va pas correspondre, ne serait-ce que sur la façon de parler, notamment du fait de, effectivement, ces critères qui nous contraignent, on est un petit peu conditionné par ça, qui fait qu'en fait, on va aller naturellement vers des gens qui nous sont plus proches sociologiquement, on va dire. Et les sites sont tous construits sur cette idée, notamment avec les moteurs de recherche, les filtres algorithmiques, sont construits sur cette idée qu'en fait, la rencontre, c'est la rencontre de gens qui ont tellement de points communs qu'ils vont pouvoir vivre ensemble. Et tout est construit autour de ça, les algorithmes sont construits autour de ça, les IA demain sont construites autour de ça, alors qu'en fait, l'amour, ça n'a jamais été ça. L'amour, c'est juste une rencontre, une alchimie, et puis après, on construit en fonction de nos complémentarités, nos différences, etc. Et donc, les sites nous mènent sur une fausse piste qui est un piège. Malentendu de base, quelque part. Exactement. Et en fait, qui explique une grande partie des échecs, parce qu'on vous fait croire que la rencontre, c'est des critères de concordance, alors que ça n'a jamais été ça. Comment ça se fait qu'on y croit quand même, alors ? C'est parce qu'on a envie d'y croire ? On a envie d'y croire, puis c'est facile de se dire « Waouh, génial, par le moteur de recherche, je vais pouvoir trouver quelqu'un qui fait du tennis comme moi, du ski comme moi, qui aime André Malraux comme moi, etc. » C'est pratique, et puis c'est rassurant de se dire que par le moteur de recherche, je vais chercher quelqu'un qui a un peu la même vie que moi. C'est ça, comme s'il y avait une recette rationnelle quelque part, quelque chose, exactement. Un plan à appliquer. Tous les sites sont faits là-dessus, alors que l'amour, ça ne marche pas comme ça. Il y a Christine Barrois, une psychiatre française, qui a cette image qui dit « Mais en fait, tout se passe en 6 secondes ». C'est-à-dire qu'en fait, 6 secondes, c'est le temps qu'il faut à notre part d'animalité quand on rencontre quelqu'un pour savoir si on est attiré par lui ou pas. C'est rien d'autre. Et après, on construit autour de ça. La recherche par critères de goût, de points communs, etc., ça n'a jamais été ça. Alors, on a parlé des sites de rencontres. Avec l'émergence des smartphones, on va voir arriver les applis de rencontres. Alors là, on va entrer dans un autre modèle. Qu'est-ce qui va changer sur le fonctionnement, sur les usages ?
Les applis, en fait, on est dans l'instantanéité encore plus que sur les sites de rencontres. C'est-à-dire qu'on va, on dit avec Tinder, on swipe, on géolocalise autour de soi les gens qu'on a. Donc on est dans le métro et puis on va voir s'il y a un célibataire intéressant à quelques pas de là, etc. Donc ça, l'application va accélérer ce que j'appelle la consumérisation de la rencontre, c'est-à-dire la possibilité d'aller encore plus vite dans le choix, la sélection, le tri des gens qu'on veut voir ou pas voir, avec qui on veut discuter ou pas. Et ce faisant, ça renforce, qu'on appelle, c'est Eva Illouz qui en parle très très bien dans ses livres, qui renforce la consumérisation de la relation. On est dans de la consommation, on rencontre des gens, on les voit, éventuellement on a une petite histoire et puis on les jette aussi vite. L'appli a créé une accélération de ce phénomène qui est en fait tout à fait redoutable et catastrophique dans la relation à l'autre. Et on en revient assez vite à la frustration. D'ailleurs, vous avez des chiffres qui marquent le grand écart qu'il y a entre d'un côté ses attentes, trouver l'amour, et puis de l'autre le résultat, à savoir pas grand-chose. Ouais, quand on regarde les chiffres, c'est assez dingue. En fait, toutes les études montrent qu'à peu près 75% des utilisateurs de sites de rencontres cherchent l'âme sœur, donc cherchent des histoires sérieuses. C'est pas du tout l'image qu'on avait à l'époque de Tinder. Allez, c'est l'application des coups d'un soir, etc. Pas du tout. La grande majorité des gens, et on peut le comprendre, ça vient des gens qui sont en souffrance du célibat, cherchent l'âme sœur par les sites de rencontres. Donc 75%, ça c'est la motivation. Et en face de ça, les sites, en fait, quand vous avez la chance d'avoir un date, puis de créer une histoire, ce qui est loin d'être le cas pour tous les utilisateurs, mais si vous avez la chance de générer une histoire, 85% des histoires générées ne seront que des histoires éphémères. Et donc on est dans ce grand écart absolu où les gens cherchent l'amour et trouvent que des histoires courtes globalement. Et donc évidemment, ça crée une gigantesque frustration, sans parler des effets psychologiques de l'utilisation de ces sites. Oui, évidemment. Alors, pourtant, on connaît tous des couples qui se sont rencontrés sur les applis. Est-ce que ça veut dire que sans le savoir, ces couples-là sont une sorte de produit d'appel pour tous les autres ? J'aime bien votre question parce que c'est exactement ça. Vous savez, c'est l'effet ticket de loto, ce que j'appelle l'effet ticket de loto, c'est-à-dire qu'on entend parler autour de nous de quelqu'un qui a gagné et du coup on se dit pourquoi pas moi. Et en fait sur les sites de rencontres c'est exactement ce qui se passe. Donc globalement votre probabilité rapportée à tous les moyens de rencontre, votre probabilité de trouver une histoire longue par les sites de rencontre, c'est 5%. Donc c'est une chance sur 20 versus site de rencontre dans des bars, au boulot, etc. Mais donc, vous en avez autour de vous. Et effectivement, ces gens autour de vous qui se sont rencontrés par les sites de rencontre, vous dites génial, ça marche. Et en fait, c'est une illusion. Et c'est d'autant plus piège que vous vous dites mais si lui, ça a marché, pourquoi ça ne marcherait pas avec moi ? Et puis en plus, il y a un effet narcissique. Vous dites, mais c'est dégueulasse, lui, ça a marché. Moi, je suis plus beau, plus intelligent, forcément, etc. Donc, ça va forcément marcher. Et donc, c'est un piège absolu qui peut avoir des effets très, très dangereux. Je parle de la natalité et l'effet de la natalité sur les sites de rencontres. Les femmes qui sont malheureusement et tristement en approche des problématiques d'horloge biologique plongent là-dedans sans savoir, pour trouver le père de leurs enfants, sans savoir qu'en fait, la probabilité de réussir est extrêmement faible, même si elles ont 3 copains qui se sont rencontrés comme ça. Et c'est vrai que le modèle est ambigu, puisque si la promesse était tenue, à savoir trouver l'amour, on n'aurait pas besoin de rester longtemps sur ces sites. Or, vous le soulignez dans votre livre, le temps d'adhésion cumulé moyen des utilisateurs des applis de rencontre, il est de 5 ans. 5 ans passés sur ces applis, donc ça veut dire qu'on y retourne. Il y a en plus une dimension addictive là-dedans. Alors oui, ça c'est une discussion que j'ai eue avec le fondateur il y a quelques années d'un grand site de rencontres et effectivement qui me dit la durée moyenne d'adhésion, alors ça peut être en pointillé, mais c'est 5 ans. Et ce jour-là, je me suis dit en fait ça ne marche pas. Dans les 5 ans, il y a des gens qui partent par désespoir, non pas qu'ils ont trouvé, mais qu'ils n'ont tellement pas trouvé qu'ils finissent par arrêter. Donc c'est probablement un chiffre supérieur à 5 ans. Et effectivement, cette présence longue sur les sites de rencontres, en quête d'un truc que souvent on ne trouve pas, crée des effets d'addiction. Il y a des effets où les gens, effectivement, s'habituent à plonger dans ce catalogue pour trouver des relations. Et en fait, on s'est aperçu que ça avait des effets long terme, des effets cognitifs qui sont forts, notamment en termes de fidélité. Vous avez tout un tas de gens qui, bien qu'ayant trouvé une relation sur un site de rencontre, n'arrivent pas à se désinscrire. Ou alors, à la première engueulade de chaussettes, plutôt que d'essayer de construire un couple, parce qu'un couple, c'est difficile, c'est une entreprise, il faut le construire, plutôt que de faire l'effort de construire ce couple, à la première engueulade de chaussettes, bing, jette le couple, d'où la démultiplication des histoires éphémères, parce que par réflexe, il se dit, de toute façon, c'est pas grave, il suffit de retourner sur le catalogue et puis je vais retrouver très vite. Et donc, ça crée des habitudes qui sont délétères au niveau de la solidité des couples, de la construction conjugale, etc. Donc, avec des effets, effectivement, notamment d'addiction.
Oui, c'est ça. Et alors ça, c'est l'effet sur les couples. L'effet sur les individus, il est grave aussi. Judith Duportail parle aussi, comme vous d'ailleurs, des conséquences de l'usage intensif de ces applis. Mélange de perte de confiance en soi, perte de temps, ça vous l'avez déjà dit, une sorte de lassitude aussi, des rencontres. Enfin bref, il n'y a rien de bon, quoi. Ouais, Judith, elle a eu le mérite effectivement d'enfoncer le truc. Donc elle a dénoncé effectivement ce qu'elle avait vécu, c'est-à-dire ce qu'elle a appelé la dating fatigue, ou le dating burn-out. Et effectivement, on voit énormément de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui sont en souffrance. Nous, on s'est amusé à organiser des dating anonymes, c'est comme les alcooliques anonymes de gens en souffrance, parce qu'on a fait 2 ans d'études pour écrire le livre. Donc on a réuni des gens en souffrance des sites de rencontres, on les a fait parler, c'était absolument passionnant. Il y a une femme qui avait eu cette image très jolie qui disait chaque fois que je me prends une claque sur un site de rencontre, c'est comme un coup de canif dans le bras, mais à force, ça a créé une gigantesque plaie. Et je trouve que c'est ça, c'est pas tant la claque que vous prenez quand vous avez un échec que l'accumulation de ces histoires déceptives, tout ça, qui fait que, Judith l'a montré, effectivement, vous pouvez tomber en dépression. Alors face à ce constat, en tout cas, certains reprennent la main et choisissent de redonner leur chance aux rencontres bien réelles avec des concepts que l'on croyait un peu oubliés. Sarah Poussé s'est renseignée. Depuis quelques années, le speed dating fait son grand retour. Une certaine mode du vintage, mais aussi une envie de se passer des écrans pour rencontrer de nouvelles personnes. On retrouve toujours des formats assez classiques, des célibataires de la même catégorie d'âge, rassemblés par exemple dans un bar. À chaque table est assise une rencontre potentielle, on s'assied, on discute, et puis quand le temps est écoulé, on change de table pour rencontrer une nouvelle personne. En 2023, Bruxelles a d'ailleurs intégré le Guinness Book des records en accueillant le plus grand speed dating du monde avec 1363 participants. Alors bien sûr, il ne fallait pas parler à tout le monde. Grâce à quelques questions posées en amont, chaque célibataire rencontrait 15 personnes qui correspondaient à ses attentes. Certains décident aussi de créer des concepts un peu plus originaux. On retrouve pas mal de rencontres pour célibataires autour d'une activité, que ce soit des jeux, des soirées ou de la marche. En cherchant un peu, je suis par exemple tombée sur des rendez-vous aux eaux d'Anvers ou même chez Ikea. Le principe de Je peux pas, j'ai match, c'est là de se rencontrer en pratiquant une activité sportive, par exemple du paddle, du tennis ou encore du vélo, et puis après on échange autour d'un verre, une façon de briser la glace plus facilement. Autre nouveauté, le pitch dating. On se retrouve dans la même ambiance qu'une soirée stand-up, sauf qu'ici, ce sont les amis des célibataires qui montent sur scène et en quelques minutes, ils doivent pitcher qui est leur ami et pourquoi c'est une rencontre intéressante. C'est un concept qui laisse forcément pas mal de place à l'humour et puis on vient accompagné d'un ami, ce qui est quand même assez rassurant. La fondatrice de la communauté Wellness sur Facebook a, elle, lancé un concept de speed dating qui mise, on va dire, sur la sécurité, puisqu'ici, chaque participante amène un homme célibataire de son entourage. C'est donc une façon de rencontrer des personnes de confiance. Tous ces événements ont bien sûr un coût, comptez environ une 30aine d'euros pour un speed dating classique. Arnaud Poissonnier, qu'est-ce que ça vous évoque, ce retour des speed dating, des soirées à thème, etc., dans le réel ? Alors pour moi, c'est un peu l'arlésienne, c'est-à-dire que je vais taquiner le sujet avant de parler de ses intérêts, bien entendu, mais quand les sites de rencontres sont apparus il y a 25 ans, au bout d'une dizaine d'années, il commençait à y avoir un taux de déception, on en a parlé tout à l'heure, qui montait, et on a vu apparaître toute une vague d'initiatives, de rencontres physiques entre les célibataires, même les sites eux-mêmes organisaient des événements dans des boîtes de nuit, des restaurants, etc. On a commencé à voir tous ces phénomènes, puis c'est retombé comme un soufflet, parce qu'en fait, les gens sont aperçus que c'était malheureusement guère plus efficace. Donc ça avait disparu, puis effectivement, depuis 2 ans, ça revient avec des plateformes comme Time Left, Dinner en France, qui est intéressant, qui est un concept haut de gamme qui marche pas mal. Mais voilà, donc globalement, ce qu'il en ressort, c'est que malheureusement, ça marche pas si bien que ça, mais ça a un mérite, parce qu'il faut quand même, on ne peut pas que critiquer, ça a un mérite, c'est que ça remet un sujet au centre de l'histoire, qui est la vraie rencontre physique. Parce que c'est là où se passe cette fameuse alchimie dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que l'usage intensif de ces applis pour faire des rencontres, ça a un peu abîmé, entre guillemets, nos compétences à se rencontrer en vrai ? Moi, j'entends des gens dire « je ne sais plus comment on fait pour draguer, en fait ».
Ah, je suis content que vous abordiez ce sujet-là. Quand on a écrit le bouquin, donc on a fait 2 ans d'enquête et on a interrogé des sites de rencontres, des sociologues, des psychologues, etc. et des agences matrimoniales. Et on a interrogé 5 agences matrimoniales et la première me dit, vous savez, c'est incroyable, nous on a plein de gens qui sont en souffrance des sites de rencontres, qui reviennent voir les agences matrimoniales, et ils ne savent plus draguer, ils ont perdu leur capacité relationnelle à l'autre. Ils sont très bons en entretien d'embauche parce que quand ils ont un date, pendant 2 heures, ils échangent leur CV, puis après, ils se quittent ou ils se quittent pas. Mais donc je me dis, ils vendent un peu leur salade. Et en fait, on a interrogé 5 agences de rencontres, dont une à Bruxelles d'ailleurs, et les 5 nous ont dit la même chose. Et là, on s'est dit quand même, c'est étonnant. Effectivement, les sites peut-être nous font perdre une sorte de capacité cognitive à la relation à l'autre, à draguer l'autre, etc., etc. Et dans un dating anonyme, une psychiatre avec qui on discutait a eu cette réflexion qui résumait en 3 mots ce qu'on avait mis des mois à étudier. Elle nous a dit, mais monsieur Poissonnier, c'est normal que les gens perdent leur capacité relationnelle par les sites de rencontres parce que la rencontre physique, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. Si vous ne l'entraînez pas, vous la perdez. Alors Arnaud Poissonnier, c'est Match Group, la multinationale qui est derrière Tinder, Mythique et une trentaine d'autres applis de rencontres. C'est un nom qu'on n'entend jamais. Alors vous l'avez évoqué ici en début d'interview, mais autant on entend parler de Meta, de Elon Musk derrière X, etc. Ici, on ne sait rien de cette entreprise, de ses bénéfices, même du fonctionnement des algorithmes qui sont derrière ces applis. Comment on explique cet écran de fumée ? Fondamentalement, ça fait quand même, nous, ce qu'on dénonce dans le livre, et là encore, je ne suis pas le seul à le faire, c'est quand même le cumul de constats déceptifs. Donc évidemment, les sites n'ont aucun intérêt à laisser transparaître le fait que ça ne marche pas, que c'est mensonger, etc., etc. Et du coup, ils ont plutôt tendance à être assez discrets. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est économique. C'est-à-dire, comme il y a un taux de frustration et de déception qui est gigantesque, on n'en a pas parlé, mais les sondages montrent en Europe que, suivant les enquêtes, entre 60 et 85% des utilisateurs sont frustrés et déçus. Et du coup, depuis quelques années, il y a un effet d'abandon de ces sites qui fait que, par exemple, Tinder a perdu, je crois, à peu près 30% de ses utilisateurs payants. Alors, c'est pas perdre tous ses utilisateurs, c'est perdre ses utilisateurs payants. Les gens veulent plus payer parce qu'ils sont déçus. Et donc, ça a des effets économiques que, par exemple, Tinder et Bumble, cotés sur le Nasdaq à New York, ont perdu en 3 ans 80% de leur valeur. Du coup, il y a une espèce de fuite en avant depuis quelques années. Donc Tinder et Bumble rachètent dès qu'il y a un nouveau site qui émerge pour compenser, en fait, tout simplement, les membres payants qui sont en baisse sur leurs sites principaux. Du coup, il n'y a pas une dynamique extrêmement positive en termes d'image et de communication autour de ces sites. Peut-être un début de prise de conscience, en tout cas, du côté du public et des utilisateurs. Alors, c'est Clairement. vrai qu'on a listé pas mal de problèmes avec ces applis. Vous, Arnaud Poissonnier, vous militez même pour une réglementation stricte de ces applis, un peu comme on le fait déjà pour les jeux de hasard en ligne. Expliquez-nous. En fait, les effets psychologiques dont on a parlé tout à l'heure sont forts. Donc, effectivement, vous l'avez dit, perte de confiance en soi, dating fatigue, l'addiction, bien entendu. Donc, les effets psychologiques qui sont doublés de tout un tas de pratiques absolument épouvantables parce qu'on est dans un univers dérégulé, à la différence des agences matrimoniales qui, elles, sont régulées. Univers dérégulé dans lequel vous allez être victime d'arnaques, de tentatives de fraude, d'incivilité, de ghosting, le fameux ghosting, toutes ces pratiques. L'arnaqueur de Tinder, etc. Notamment. On en a parlé. Et donc, voilà, ces effets psychologiques, plus les pratiques de sauvage, j'ai envie de dire, auxquelles les gens sont confrontés, fait qu'effectivement, nous, on propose une régulation. Mais c'est des choses simples. C'est la carte d'identité obligatoire pour se prémunir contre les tentatives d'arnaque. C'est une transparence sur les algorithmes. Est-ce que l'algorithme se fout de votre gueule et vous balade pour vous faire payer, ou est-ce qu'effectivement, il est sérieux par rapport à ce que vous recherchez? C'est prévenir des risques, comme la cigarette, comme l'alcool, on estime qu'il faut prévenir, plutôt que de vous dire, avec des photos de couples, sourire ultra bright, que vous allez trouver l'amour, que l'amour vous attend chez nous, etc. On a identifié 14 mesures pour demander effectivement aux régulateurs en France, pourquoi pas en Europe, de s'emparer du sujet. Ça va même très loin, puisqu'on considère, alors malheureusement l'étude n'a pas été faite encore, mais nous pensons que le dating a un impact sur la baisse de natalité en Europe et dans le monde. Parce qu'à partir du moment où ces outils favorisent des vies privées saucissonnées, découpées de multiples petites histoires, quand histoire il y a, parce qu'il y a beaucoup de gens qui traînent pendant des années sans jamais rien trouver, forcément, ça ne favorise pas la natalité. Et donc, on appelle aussi à étudier ce sujet-là,
Personne ne l'évoque. On connaît les grandes causes de baisse de natalité, mais celui-là en est peut-être également une. On demande à ce que ça soit étudié. Donc on demande à ce que les pouvoirs publics s'emparent du sujet. Bon, on sait qu'il y a de nombreux facteurs évidemment qui s'entremêlent dans ce sujet de la dénatalité, mais l'hypothèse peut en tout cas être formulée. Vous avez une oreille du côté des politiques pour cette réglementation? On en est où? Alors non, on n'a pas beaucoup avancé pour être honnête sur le sujet. On a eu des réactions de députés en France qui étaient un peu... je ne vais pas dire triste, mais qui nous ont dit « Ah, mais non, mais c'est la liberté d'Internet. » Bon, c'est pas aller très loin que de réagir comme ça. Mais voilà, mais on essaye de le faire savoir avec l'idée progressivement de nous lancer dans une campagne de plaidoyer. On a quelques antennes au niveau de l'Europe qui commencent à écouter. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, on est convaincu qu'il y a là un sujet et qu'il faut s'en emparer. Alors, autre angle de notre interview, on va appeler ça le point Black Mirror, du nom de cette série d'anticipation sur Netflix. Il y a l'arrivée de l'IA sur les marchés des applis aussi. Qu'est-ce que ça va donner dans ce cadre précis ? L'horreur. L'horreur. Non, il y a... Alors, effectivement, les IA, on les voit partout. Donc on n'est pas étonné de les voir débarquer dans l'univers de l'intermédiation relationnelle. Il y a 2 niveaux. Il y a d'abord tous les sites Internet actuels, dont de plus en plus vous annoncent que ils vont vous faire profiter de l'IA, entre guillemets, avec cette idée selon laquelle, en fait, les IA vont permettre d'accentuer ce dont on parlait tout à l'heure, c'était la possibilité de trouver votre âme sœur sur des recoupements de critères de plus en plus précis, de plus en plus affinés. Et je vous l'ai dit, là encore, c'est une illusion totale. Ouais. Donc, bon, premier point. Le deuxième point, c'est, je pense à mon sens assez grave, c'est l'arrivée, l'invasion des pures IA relationnelles. Donc là, on n'est plus dans de la rencontre de physique à physique. On est dans ces fameux outils numériques de création d'avatars, de création de partenaires donc un partenaire virtuel, quelque part, c'est ça. Ouais, c'est pas le chat GPT avec lequel on écrit, c'est en plus du chat GPT, vous avez en face de vous, sur votre écran bien sûr, un personnage qui s'adresse à vous, qui vous fait des photos, qui vous parle, etc. C'est ça. Et puis vous le dessinez à votre image, donc évidemment ça va répondre à vos standards idéaux de partenaire. Donc vous avez un dessin de votre partenaire parfait, et ce partenaire parfait avec l'IA relationnelle va interagir avec vous en totale empathie. Cette personne va vous connaître de mieux en mieux par cœur, se souvient de tout ce que vous vous êtes dit, elle apprend à vous connaître, et ça crée quelque part un partenaire quasiment idéal dont progressivement vous ne pourrez plus vous détacher, dont vous allez tomber amoureux. C'est le film Her de Spike Jonze, c'était de la fiction en 2012. I feel really close to her. Like when I talk to her, I feel like she's with me. You're dating your computer? She's not just a computer. You always wanted to have a wife without the challenges of actually dealing with anything real. I'm glad that you found someone. C'est une réalité aujourd'hui, avec des effets potentiels qui vont être absolument catastrophiques. Oui, vous m'avez envoyé une publicité d'ailleurs pour l'un de ces services. Je la lis parce que c'est quand même assez incroyable. Donc on voit l'image d'une jeune femme un peu aguicheuse qui dit « Je suis un peu comme ton ami virtuel, avec une mémoire bien meilleure, sans le drama ». Ça, c'est quand même aussi pas mal. La seule limite, c'est ton imagination. Je peux t'envoyer des photos, des vidéos personnalisées. On a compris l'idée, on a compris l'idée. Et la question du coût aussi, qui va se poser avec ce genre d'IA relationnel. Quelqu'un qui tombe, entre guillemets, dans ce panneau-là, pourrait dépenser énormément d'argent. Dans ce piège, c'est un piège absolu. Nous, on a fouillé les modèles économiques de ces outils. Il y en a de plus en plus. Mais grosso modo, pour 10 €, on vous permet de créer votre avatar ou votre partenaire idéal. Donc super. Vous allez pouvoir avoir quelques échanges avec la personne. Mais en fait, dès que vous voulez creuser, si vous tombez amoureux de votre partenaire virtuel et que vous passez 2 heures avec lui, que vous lui demandez beaucoup plus, c'est-à-dire vous lui demandez ce que vous demanderiez à une personne, à votre partenaire réel, c'est-à-dire de l'intimité, effectivement, ça va jusqu'à des vidéos intimes. Et là, on vous explique qu'il n'y a pas de limite. Et là, on vous fait acheter des tokens, que vous savez, comme dans les jeux vidéo à distance. Et on a simulé des applications de ce type-là, où si une personne passe 2 heures par jour avec son amoureux ou son amoureuse virtuelle et lui demande beaucoup de choses, ça peut coûter jusqu'à 1 000 € par mois. Et donc, vous voyez l'effet addictif, financièrement compris, ça peut être dévastateur. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et le danger, évidemment, c'est que la frustration générée par les applis de rencontre, frustration qu'on a largement étayée durant cette émission, elle pourrait pousser certains utilisateurs, utilisatrices à aller vers ce genre de service-là, payant avec tout ce qu'on imagine, évidemment, derrière aussi, comme repli sur soi et difficulté après, dans la vraie vie, à avoir des relations réelles quand on a en face de soi une sorte d'avatar idéalisé. Le
tableau, il est assez sombre, dit comme ça. Arnaud Poissonnier, on va pas se mentir. Pardon, je suis désolé. Il y a des belles histoires. Hein. Évidemment, il y a des belles histoires. Oui, donc il y en a quand même. Mais alors, pour terminer cette émission, Arnaud Poissonnier, comment on va se réapproprier ces rencontres dans le réel? Est-ce qu'il faut quitter les applis ou simplement les aborder avec un peu plus de sens critique? Bref, on fait quoi? C'est un sujet délicat parce que vous avez deux sortes d'utilisateurs sur les sites et les applications de rencontres. Vous avez une petite partie des gens qui ont beaucoup de recul par rapport à ça. Et je ne sais pas l'expliquer, c'est de la psychologie. Et donc, ils savent y aller une fois de temps en temps, quelques minutes par jour. Ils ont un contact ou un crush. Et puis, voilà, ils regardent si ça marche. Puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, ils arrivent à s'en détacher, etc. Donc, cela, pour ces personnes-là, c'est un outil qui est fondamentalement, qui est pas mauvais. Il faut le reconnaître. En revanche, vous avez une grande partie des gens qui sont des célibataires en souffrance, et donc une majorité des utilisateurs sur ces outils, qui sont dans une aspiration à combler un vide sentimental et émotionnel. Et ces gens-là, ce sont ceux-là qui tombent en addiction, pour lesquels c'est très très dangereux, parce qu'on vient vite à y passer des heures par jour. On sort plus le week-end, parce qu'il y a des pics de fréquentation le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche matin sur ces sites. Donc, vous préférez être sur l'appli que d'aller voir ses copains, etc. Et donc, pour ces gens, il y a un vrai travail de sensibilisation, de pédagogie. Je parlais de transparence nécessaire de ces sites sur... Attention, il faut limiter votre temps d'utilisation, il ne faut pas oublier de sortir, de garder vos contacts avec vos amis, de rester dans la vie réelle. Mais évidemment, ces sites n'y ont pas tellement intérêt parce qu'ils veulent vous faire payer votre présence et votre addiction chez eux. Mais c'est vraiment de la sensibilisation sur attention, c'est dangereux, ça a des effets cognitifs qui peuvent être assez graves. Donc, gardez un pied dans le réel et forcez-vous à garder un pied dans le réel. Forcez-vous à ne faire que 10 minutes par jour, par exemple, etc. Mais c'est de l'autodiscipline, mais qui n'est pas toujours facile quand on est en espèce de vide émotionnel qu'on a envie de combler à tout prix. Merci à notre invité pour ces éclairages. Si vous voulez aller plus loin, le livre d'Arnaud Poissonnier s'intitule « Boîte de conserve dans les filets des applis de rencontres ». À la réalisation de cette émission, il y avait Jonathan Rémy et Xavier Mathieu. À la préparation, Sarah Pousset.